مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديده ديال بودكاست جو مكان. اليوم معنا سي فيصل العدلوني. لي مو كلي اللي غادي يكونوا في هذا الابيزود سون برينسيبالمون لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك، لو بيم اي لا كابتور دو لا رياليتي. السلام عليكم سي فيصل. وعليكم السلام سي عبد الرزاق، معك لاباس؟ عبد الرزاق، بخير الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. سي محمد، لاباس؟ avec bien. On est très heureux de vous recevoir معنا في le podcast. بارك Merci الله فيك. pour accepter l'invitation et مرحبا بك. Merci à vous. مرحبا بي عندكم. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous dans ce podcast qui est très pertinent et unique. Et je vous félicite pour cette démarche car ça prouve que vous êtes dans la bonne démarche qui est dans la communication et le partage. Donc bravo encore une fois. Merci beaucoup. Donc, c'est Faisal. Personnellement, أول مرة كان عندي contact avec vous, c'était dans les démonstrations que vous faites avec Leica System, principalement pour les étudiants, puis pour les IGT fait les formations. Pourriez-vous présenter le parcours académique et professionnel et les étapes clés de votre carrière aussi? Donc, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais préciser un point, c'est que passer avec vous, c'est avoir l'honneur que les gens nous accordent leur temps et leur attention. Entre être vraiment à la hauteur de cette situation suppose de venir équipé de bonnes idées. Et quelle est une bonne idée? C'est une idée qui déclenche de la pensée. Je viens dans ce podcast pour partager 3 grappes de mon ADN, à savoir la passion, le courage et la résilience. Car je suis quelqu'un qui veut façonner le monde de la géomatique au lieu de le subir. À juste titre, j'aimerais bien donner une citation de Madame Zelboff qui dit « Oser ouvrir une porte demande parfois du courage, la franchir et continuer son chemin demande de la résilience. » Donc, pour répondre à votre question, donc pour mon parcours académique et professionnel, je voudrais également citer une citation de Confucius, qui est un philosophe chinois du 5e siècle avant notre ère, qui disait « L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. » Et je voudrais revenir sur le chemin parcouru, car c'est ce qui compte. L'univers ne grandit que par la distance que parcourt la lumière vers ses parois illimitées, depuis le Big Bang et jusqu'à nos jours. Donc, ma présentation sera vraiment un mixte entre le parcours académique et professionnel. Donc, je suis Faisal El Adlouni, j'ai 37 ans. Je suis originaire de République tchèque, je rigole. Je suis de Sfro, j'ai grandi à Meknes et j'ai passé plus de la moitié de ma vie en travaillant à Kazan. J'ai eu mon bac en sciences expérimentales à l'âge de 17 ans et 1 mois au lycée Lalla Amina de Meknes. J'étais très jeune. Je voulais intégrer une carrière militaire au niveau de l'académie de Meknes, sauf que je n'avais pas l'âge minimal de 18 ans. Le chemin parcouru a voulu que j'intègre l'ITS-GRT de Meknes, option topographie. Et oui, j'étais un élève assidu des grands professeurs ingénieurs topographes comme M. Rohoni, M. Louardiri et M. Barladi, et d'autres professeurs que j'apprécie tellement comme Mme Aït Qassi, Mme Tahiri et M. Lakar. Pour l'anecdote, j'ai fermé mon premier cheminement en observation et en calcul en décembre 2002. Il y avait à peu près 20 ans de cela. Ayant obtenu mon diplôme en 2004, après un PFE dans la thématique du SIG, appliqué dans la digitalisation du foncier, j'ai intégré l'agence urbaine de Casablanca comme géomaticien. Et ce, après un petit passage chez mon grand ami IGT Hassan Sadiqi de Meknes, qui m'est très cher. À l'agence urbaine de Casablanca, il faut savoir que c'est une agence locomotive au Maroc, où personnellement j'ai mis la main à la pâte pour la numérisation du mode d'occupation du sol de Casablanca en 33 classes à la méthode Corinne Landcover. C'est un type d'input très important pour le SDO qui a vu le jour en 2010. Après l'agence urbaine de Casablanca, j'ai intégré Graphline Ingénierie. C'est une société leader à l'époque dans la numérisation du cadastre français à la norme EDIGEO et également dans les documents d'urbanisme post-PLU français et dans la fiabilisation du réseau de gaz en France métropolitaine et dans les dom-toms. En 2008, j'intègre l'ODA, qui est une filiale de la CDG, en charge de l'aménagement et du développement du projet Casa Enfant. Donc, ce projet qui abrite actuellement la place financière de Casablanca et bien plus encore. Durant cette expérience,
Et en 2012, donc, j'intègre le cycle d'évaluation immobilière au niveau de l'ICH de Rabat, sous l'égide du CNAM de Paris. Un cycle vraiment qui a perfectionné mes compréhensions immobilières, juridiques et dans le domaine de la construction. En 2004, j'intègre Etafat comme directeur de développement du business, aussi bien pour le Maroc que pour l'Afrique. J'ai passé 4 ans à Etafat. En 2018, j'intègre la filiale de l'EKJU System au Maroc, tout juste créée, faisant partie du noyau dur de l'équipe initiale, en étant solution business manager pour l'Afrique du Nord. En avril 2021, je quitte l'EK et je fonde ma start-up technologique sous le nom de BIM Inspire. En novembre 2021, je commence mon international MBA avec HEC de Liège. Donc, c'est pour mon parcours académique et professionnel. Pour votre question, s'agissant des étapes clés de ma carrière, donc 2 étapes clés qui sont importantes dans ma carrière, à savoir le premier, c'est le virage de 2014, quand je suis devenu directeur de développement chez l'un des plus grands cabinets topo marocains. Ainsi, j'ai déposé ma casquette technique pour emprunter une autre casquette de couleurs différentes, à savoir le business. La deuxième étape clé, c'était la création de ma startup, qui représente pour moi une vraie aventure qui me challenge et qui me fait sortir de ma zone de confort. Mais je reste convaincu qu'une carrière riche, c'est une carrière où il y a de l'expérience et non de l'ancienneté. Bon, et c'est à méditer. Masha'Allah, c'est Faisal, un parcours de guerrier. Alors, vous avez évoqué euh, que vous avez travaillé pendant 4 ans dans le business development au sein d'Etafat. Alors, suite à ce recul, que représente pour vous le business development de la géomatique dans l'Afrique? S'agissant de l'Afrique, tout d'abord, c'est un territoire qui est riche par sa population et par ses ressources. En Afrique, j'ai visité le Gabon, la Côte d'Ivoire et même le Soudan. Et pour ne rien vous cacher, je suis parmi ceux qui se sentent le plus bien en étant en Afrique que dans l'Occident. Car oui, il y a du travail et il faut bosser. La géomatique en Afrique, elle peut résoudre beaucoup de problématiques, à l'instar du foncier, de l'agriculture, des ressources forestières et également le secteur minier, qui est un très grand consommateur de cette technologie. Bien sûr, il y a d'autres brèches à exploiter, comme le secteur industriel, surtout pour la partie agroalimentaire. Il est à noter que là où le leader aéroporté est très performant, c'est dans ces territoires-là. Donc, c'est juste pour info. Pour Etafat, donc, sincèrement, j'ai travaillé en tandem avec le DG pour le développement du business géomatique, et ce entre 2014 et 2018. Alhamdoulilah, je suis très fier de beaucoup de réalisations pour le Maroc, notamment pour l'éducation du marché, pour l'assimilation de la valeur ajoutée, des nouvelles solutions de capture de réalité 3D. Je suis vraiment fier d'avoir été derrière l'importation du premier drone à voilure fixe au Maroc en 2015 et au développement des activités drone pour tout l'écosystème topographique marocain, en travaillant en étroite collaboration avec les cadres du ministère d'équipement, afin de pouvoir aujourd'hui voir des CPS où c'est écrit noir sur blanc, drone et scanner 3D pour l'ensemble des appels d'offres pour le calcul des stocks des cubatures de carrière. Pour moi, c'était une expérience très riche. J'ai appris beaucoup de choses de cette expérience et je remercie beaucoup M. Kamel Beneddo pour le chemin parcouru. Je souhaite une bonne continuation pour cette boîte qui représente une des boîtes les plus innovantes et plus riches en matière de technologie et d'innovation. D'accord, donc je reviens juste sur le point, ou bien sur l'expérience avant d'intégrer Etafat dans votre carrière. Et ça a été dans la place financière de Casablanca. Vous y étiez pendant 6 ans comme responsable du système d'information géographique. Ma question est comment les systèmes d'information géographique ont-ils aidé dans la réussite de ce type de projet? Vous me faites revenir en arrière, mais ça me fait toujours plaisir. Donc, dans le projet Casa Enfa, qui est un projet qui fait plus de 365 hectares au plein centre de Casablanca. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, c'était fermé, c'était un aéroport fermé avec une clôture.
mais à l'intérieur, il y avait beaucoup d'occupations et beaucoup de problématiques. Donc, le SIG était vraiment un moyen d'aide à la décision. Pour cette expérience en particulier, j'ai été très proche du top management, car réaliser des cartes thématiques avec des problématiques aussi bien complémentaires que différentes, comme l'occupation des ménages, le ratio des surfaces libérées ou occupées, ou encore la simulation même des ombres dans le concept de la ville haute par rapport au parc d'Enfa Park. Tout cela a permis de mettre en valeur le projet, même dans ses phases les plus préliminaires, à travers un outil d'excellence, à savoir le SIG. Le SIG, ça a été vraiment un moyen de consolider les réalisations, de remonter l'information vers les autorités et le top management, et également pour avoir un référentiel cartographique exhaustif et très précis pour l'ensemble des réalisations qui ont été faites, notamment pour les plans de récolement, et c'était ça la valeur ajoutée. Par ailleurs, vraiment le foncier, l'urbanisme, l'ordonnancement des travaux, etc., tout cela a pu être piloté par le SIG. Le SIG, il a également fait, il a aidé dans la bonne communication des résultats et des réalisations, notamment pour le conseil d'administration. Donc, vous savez très bien qu'une orthophoto, par exemple, avec des couches thématiques comme l'emplacement les emplacements réservés, les espaces verts, les emprises de voie, tout cela peut être communiqué de manière très ludique à travers le SIG. Donc, c'est une force à exploiter. C'est un moyen qui est net, clair et précis pour montrer des problématiques, pour faire des simulations, pour faire des requêtes alphanumériques, attributaires ou spatiales, à travers des buffers par exemple, ou bien avec des intersections, des unions, et on connaît tous la musique. Mais vraiment, le SIG, c'est un vrai outil à aide à la décision dans le vrai sens du terme. Donc, de toute façon, pour moi, le SIG, c'était un outil et un moyen pour aider le top management dans sa vision et optimiser beaucoup de choses. Donc, vous intervenez principalement dans toutes les étapes du projet. Oui, déjà pour vous expliquer, l'avantage dans le projet Casa Enfa, c'est que nous avons commencé dans un projet vierge. Donc, il y avait un état des lieux, c'était une piste d'atterrissage, c'était des occupations, c'était des ménages, et c'était une grosse partie militaire qui a été délocalisée par la suite vers Ben Slimane. Donc, vraiment pour mettre en exergue le plan d'urbanisme qui a été fait par Rechen en France, également les plans de lotissement, les différents phasages, l'ordonnancement du projet, les modificatifs qui ont été déposés à l'agence urbaine, la consolidation du plan de lotissement avec le plan d'aménagement de Hay Hassani, tout cela a été fait de manière très stratégique avec le SIG. Et cela, il a été d'une grande aide aussi bien pour l'équipe interne, mais également pour les intervenants externes. Ça interpelle un petit peu vers le BIM et le SIM, mais ça reste vraiment en 2008, c'était l'esprit 2D. Donc, c'était avec ça que le SIG a vraiment aidé dans la réalisation du projet. D'accord, donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'introduction du BIM ou de SIM dans ce type de projet, je pense. Pas du tout, pas du tout, parce que l'émergence de la 3D, de mémoire, donc quand j'ai travaillé avec de la 3D, on va dire pure et dure, c'est avec des logiciels qui ont commencé à émerger depuis les années 2003-2004 avec la suite de ArcGIS comme ArcGlobe et ArcSen. Et c'est par la suite de l'émergence de Google Earth où vraiment il y a eu cet esprit de 3D à l'échelle du globe, d'où le développement de plusieurs logiciels qui étaient dans un stade embryonnaire en 2008, comme RhinoCity, comme Skyline, comme InfraWorks même d'Autodesk. Et je vous parle vraiment d'une époque où l'émergence de la géomatique, ça a commencé avec de la 2D, mais c'est à partir des années 2012-2014 qu'on a vu vraiment l'émergence de la 3D
dans notre écosystème. Et ça, je vous le dis parce que j'étais très présent dans des salons internationaux, j'ai fait beaucoup de salons en France et tout. Et c'est là où vraiment j'étais dans un degré d'information qui est assez poussé pour savoir l'état d'avancement de la 3D bon, à l'échelle nationale et internationale. Du fait que la majorité des solutions étaient plus de la 2D, et c'est vraiment vers les années 2012-2014 qu'il y a eu l'émergence de la 3D petit à petit. Et aujourd'hui, on est vraiment très gâté de voir des solutions ultra perfectionnistes qui utilisent de l'HTML5 pour pousser de la data 3D avec, avec une pertinence inégalée et avec une vitesse encore plus performante. D'accord. Peut-être que je vais passer à une étape autre dans votre carrière, principalement celle avec Leica Geosystem. Vous étiez responsable du développement de solutions et de business de la filiale Afrique du Nord. Pourriez-vous parler des innovations de ce groupe et sur votre démarche avec eux? Bien sûr, donc Leica Geosystem, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une société d'industrie géomatique suisse qui est très innovante, qui dispose de plus de 200 années d'existence, car si je me rappelle bien des chiffres, en 1819, il y a eu la fondation de l'atelier mécanique de Köln en Suisse, et les instruments Köln deviennent la norme mondiale en matière de technologie et de qualité depuis l'époque. Donc, Kern évolue vers beaucoup d'autres appellations, comme Wild et bien plus encore, jusqu'à arriver à Leica Geosystem, qui fait actuellement partie d'un grand groupe suédois au nom d'Hexagon. Et personnellement, j'ai eu l'immense plaisir de travailler dans ce groupe entre 2018 et 2021. Pour l'innovation, si je peux me permettre, c'est le nerf de la guerre chez Leica. Il faut savoir qu'il y a des centaines d'ingénieurs qui travaillent notamment en Suisse dans la recherche et le développement de solutions uniques et qualitatives. Et pour ne citer que quelques exemples, pour le distance mètre que l'ensemble des professionnels de la construction connaissent, c'est Leica qui l'a inventé. La multistation, qui est encore une station totale robotisée et qui fait des scans, c'est encore Leica qui l'a inventé. Mais surtout beaucoup d'innovations qui émergent très récemment, notamment du GNSS qui dispose de technologies photogrammétriques comme le GS18i, ou le nouveau-né de la technologie mobile mapping qui est le Leica Pegasus TRK, qui représente à lui seul une solution de mobile mapping assez puissante en matière de nuages de points 3D et en matière de photogrammétrie, et une grande qualité de post-traitement sur le terrain. Et ça, c'est de l'innovation. Une autre innovation chez ce groupe, c'est vraiment la composante software qui est là avec une bonne démarche complémentaire à travers beaucoup de solutions de traitement de nuages de points 3D, comme Cyclone 3DR par exemple, ou comme pour le monitoring. Et les exemples, ils sont très, très riches. Pour ma démarche chez Leica, Oui, c'est Faisal, oui, vous pouvez vraiment. détailler quelques exemples Oui. Il n'y a pas de pour le... souci. Ok. D'accord, d'accord. Donc, vous voulez que je parle un petit peu des solutions de capture de la réalité ou de Ouais, géomatique? ouais, pour le monitoring, pour des solutions comme ça peut intéresser vraiment notre audience. D'accord. Donc, beaucoup de gens, ils connaissent l'auscultation. Donc, l'auscultation, c'est la mesure de manière récurrente de points topométriques avec une cadence bien spécifique. Bien sûr, en contrôlant la stabilité du point de mesure. Le monitoring, c'est le 2.0 de l'auscultation, c'est-à-dire qu'il y a une cartographie des écarts dans le temps. Donc, c'est une solution qui peut être déployée soit avec de la station totale robotisée ou multistation sur un point, à travers des captures, on va dire, à fréquence régulière de cibles ou de prismes, et bien sûr en contrôlant la stabilité de la station totale, qui est fixée dans un point et qui est alimentée en matière d'électricité et de réseau. Cette solution peut être déployée également avec le GNSS. Donc, pour beaucoup de cas, notamment dans les barrages ou bien dans des ouvrages d'art qui sont
très larges, comme des ponts à rebond par exemple, on peut utiliser du GNSS et les résultats ils sont pertinents. Donc c'est pas du RTK, mais c'est du post-traitement par la suite. Et bien sûr, il y a d'autres technologies qui émergent comme les capteurs géotechniques. Donc c'est des nivelles qui sont, on va dire, ultra autonomes avec des précisions qui arrivent au dixième du dixième du dixième du millimètre dans les deux axes ou dans les trois axes. Et c'est tous ces trois types de capteurs, donc à savoir le GNSS, les stations totales ou même les capteurs géotechniques, tous ceux-là, ils sont connectés avec des solutions soit software, soit cloud, ce qui permet de monitorer un ouvrage ou des points particuliers de cet ouvrage, on va dire avec une fréquence continue, en fixant des seuils d'alerte. Par exemple, si moi je cherche l'affaissement d'un pont dans le temps, et pour moi, quand il bouge de manière un petit peu exponentielle ou bizarre, de plus de, on va dire, 8 millimètres, ça c'est juste pour l'exemple, dans l'axe des Z, donc ça doit m'interpeller. Donc je reçois automatiquement une alerte dans mon email, par exemple, ce qui permet vraiment aux maîtres d'ouvrage ou bien aux exploitants d'ouvrage d'être dans une réelle symbiose avec l'ouvrage. Donc, juste pour l'anecdote, j'ai vu il y a 2 semaines des hommes ninja qui faisaient de l'auscultation visuelle du pont à Aubon de Mohamed VI à Rabat. Et ça m'a interpellé dans la mesure où on met la vie de personnes en danger juste pour qu'ils soient attachés à des câbles et qu'ils visualisent de manière visuelle des fissurations qui peuvent être cachées ici ou là-bas, alors qu'il y a des solutions à l'ère du temps, on est en 2022, et qui permettent d'une surveillance continue de manière exhaustive et avec des résultats pertinents de l'ouvrage. Donc, de manière générale, le monitoring, c'est ça. Le monitoring, peu de projets au Maroc l'utilisent. Il s'utilise au Maroc, ça c'est clair, dans la construction de tours, par exemple, mais ça reste vraiment des démarches qui sont dans des projets micro. On va dire que moi, personnellement, je me pose la question, quid pour les ouvrages d'art, quid pour les infrastructures et les superstructures marocaines. Donc, il y a un bon travail d'éducation à faire avec les organismes publics. Et ça va venir. Donc, ce n'est pas très complexe, mais ça va venir. Et c'est ça le rôle de l'éducation du marché, c'est de persévérer et bien sûr de démontrer la valeur ajoutée de la solution pour le bien des organismes publics et privés. J'espère que j'ai pu répondre à votre question en matière de monito. Tout est clair, vraiment, c'est bien détaillé. En fait, j'ai vu votre commentaire concernant la situation du pont à Ribon de la solution que vous proposez et je me suis posé la question, est-ce que les solutions que vous avez proposées, ça peut remplacer l'inspection ou bien le travail visuel que peuvent l'humain faire, par exemple sur des fissures ou sur des éléments que l'humain seul peut détecter? Ça c'est une question, on va dire, à double tranchant, parce que la technologie ne peut pas remplacer l'homme à 100%. Mais ce qui est clair, c'est que pour ces types d'inspection, on peut faire une complémentarité de technologies, comme équiper ce pont avec du GNSS, avec des capteurs géotechniques, ne serait-ce que pour mesurer les écarts, mais également faire de l'inspection rapprochée avec du drone. Et là, on est dans il y a des drones sur le marché qui sont multirotors, qui ont des caméras qui dépassent les 42 mégapixels et qui peuvent vraiment être d'un grand apport pour l'inspection visuelle des ouvrages. Parce que sur une photo, on peut détecter la fissuration, il suffit d'avoir la bonne luminosité et c'est tout. Mais à mon sens, coupler de la technologie de monitoring avec de l'inspection, on va dire à fréquence mensuelle, ou ça dépend de l'état critique de l'ouvrage, avec du drone, ça sera vraiment très suffisant pour avoir des rapports très précis et très exhaustifs de l'état des lieux.
Ouais, je comprends. En fait, je m'éloigne un peu de tout ce qui est monitoring, mais je reste sur votre expérience avec Laika. Je vais aborder l'aspect de l'innovation. En fait, j'ai fait un constat, c'est que en général, il y a tendance à tout ce qui est autonomie, soit des engins autonomes pour la Mhm, capture de la réalité. Il y a aussi tendance vers tout ce qui est calcul sur le cloud, ou bien mhm, stockage, traitement. Et en fait, le deuxième constat que j'ai fait, c'est que il y a une innovation, mais juste sur base de tout ce qui est technologie existante. Je détaille. C'est que par exemple, vous parlez de GNSS qui intègre de la photogrammétrie. En fait, je le vois d'une simple manière, c'est l'intégration des caméras avec des GNSS. Pour tout ce qui est autonomie avec des engins autonomes, je vois un scanner sur un robot, par exemple. En fait, c'est le couplage de technologies différentes. Et sur base de ce constat, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres, par exemple, technologies vraiment innovantes à part le couplage de tout ce qui est capteur déjà existant pour donner un nouveau appareil ou un instrument? mhm. Bah, en fait, ça Euh, reste une réflexion future. Bah, en fait, mhm. parce que je sens qu'il y a une stagnation au niveau de tout ce qui est innovation, juste par couplage de différents capteurs déjà existants. D'accord. Donc, juste ça, c'est une excellente remarque. Mais pour rebondir sur le point de l'autonomie, il est clair que l'être humain, il cherche dans l'autonomie à être. C'est plus l'enjeu, c'est la sécurité. Dans un monde où aujourd'hui, vous voyez une guerre contre l'Ukraine, il y a un risque nucléaire qui peut surgir, il y a des risques naturels qui sont partout, qui nous entourent. Donc, le même, on va dire, l'écosystème militaire c'est l'écosystème d'où émanent vraiment les technologies, comme les drones, comme des technologies satellitaires et tout. Parce que rappelons-le, GPS, GLONASS et Beidou, ce sont des systèmes qui sont 100% militaires. Il faut savoir que l'innovation, ça parvient du besoin. Mais c'est également en matière de développement. C'est-à-dire, moi, quand j'ai connu on va dire les premières scan stations, j'avais des amis qui travaillaient avec ça et soit pour la lourdeur des données, soit pour la lourdeur des temps d'acquisition. Donc, il y avait de la pertinence. Le résultat, c'est le même, c'est le nuage de points. Sauf que on trouve aujourd'hui un scanner, comme il y a des innovations qui sont là et qui peuvent vous scanner à moins d'une minute 20, à moins d'une minute, un dôme tout entier. Et ça dépend par la suite de la portée et de beaucoup d'autres paramètres. Cependant, l'amélioration, elle y va dans ce sens. C'est clair que la physique, elle a pu nous donner on va dire des solutions pour la gestion de notre espace, comme l'infrarouge, comme le lidar, comme la photogrammétrie. Mais ce qui est important, c'est l'amélioration du workflow. Et c'est également l'amélioration de la partie hardware avec le développement de la vitesse et aussi de la partie software avec du machine learning qui permet de réduire les temps. Du coup, ça, l'innovation, elle est aussi dans ce sens. Mais également, l'innovation, elle vient du besoin. Donc, quand il y a un besoin particulier, l'être humain, il a tendance à trouver des solutions. Et je ne vous cache pas que c'est un constat. Moi, pour revenir au cas de l'ECA, il y a vraiment des gens, et c'est des gens qui sont dans le top management d'Hexagone, qui viennent de l'ECA, et qui ont démontré que l'innovation, la recherche et développement, c'est vraiment la clé pour la réussite de tout groupe industriel. Du coup, l'innovation ne va pas s'arrêter. Et soyez sûr que vous-même, c'est Abdelzar qui est dans le domaine de la recherche, et vous êtes dans une université de grand renom qui est l'université de Liège, et je vois vos papiers et vos communications sur le développement des nuages de points 3D, sur la photogrammétrie. Je viens de voir ce que vous avez fait pour le littoral belge. Ça, c'est très intéressant. Mais il faut savoir que des groupes comme Leica sont des groupes qui sont très preneurs pour ce type de recherche. Et il y a beaucoup de doctorants qui intègrent ces groupes-là afin de donner une valeur ajoutée et d'orienter encore plus on va dire, la stratégie de développement et de recherche. Et bien sûr, aller au-delà de ce qu'on connaît nous
et des besoins qui sont normaux vers des besoins qui sont encore plus complexes, comme les besoins dans les technologies nucléaires ou bien sûr militaires. Donc, je crois que en couplant des technologies, donc c'est juste comme l'adage qui dit en allant seul, on va vite, mais en allant en équipe, on va loin. Donc, en couplant la technologie photogrammétrique et GNSS, on crée de la chose, on crée de la valeur ajoutée. En couplant du robot avec du capteur laser 3D, on crée de la valeur ajoutée. Et c'est juste comme ça. 1 plus 1, ça fait 11. Donc, il y a de la création de valeur. Il faut juste avoir de la persévérance et un esprit d'innovation. Cela ne va que donner de résultats qui sont pertinents pour le bien de la communauté de recherche et bien sûr professionnelle. Oui, exactement. C'est vrai. En fait, j'ai vu, par exemple, pourquoi j'ai posé le constat, c'est par exemple, on a vu l'arrivée du scanner, par exemple, l'arrivée du drone, mais vous avez raison que ça, eux aussi, ils étaient un jour le couplage de différentes technologies déjà existantes pour donner quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je me suis posé la question en disant, mais on travaille toujours avec des lasers scanners, des drones, des GNS, des récepteurs GNSS. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui vient, mais non, il y a des nouvelles choses qui viennent sur le marché, c'est vrai, même s'ils sont juste le couplage de différentes technologies déjà existantes. Je reste sur... اسمح لي, vous m'avez interpellé sur ce point. En vous écoutant, vous dites qu'il n'y a pas de choses de nouveau. Moi, je reviens une vingtaine d'années en arrière et je vois vraiment que vous êtes vraiment très chanceux. Moi, à mon époque, il y avait dans la topographie mondiale, il y avait la station totale et le GNSS en monofréquence qui commençait à émerger. En vous entendant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles choses, il faut vraiment voir le chemin parcouru parce il y a eu beaucoup d'innovations et vous êtes vraiment très gâtés d'avoir aujourd'hui, même si vous revenez un jour, Inch'Allah, au Maroc et vous voyez aujourd'hui comment les cabinets topographiques sont équipés et le niveau où le Maroc, où on est arrivé au Maroc dans le domaine de la géomatique, c'est vraiment, il est exceptionnel. Parce que l'assimilation de la technologie, elle a été faite avec une vitesse qui est très exponentielle. Nos voisins ne l'ont pas encore vu, mais nous, on doit le comprendre. Il y a des choses qui ont été faites avec des vitesses exponentielles. Il y a des technologies qui sortent hier en Europe et on les retrouve hier au Maroc. Donc, Exactement, ouais. donc ça vraiment, il faut le voir d'un œil on va dire, oui, vous parlez de votre côté chercheur, mais il faut vraiment voir le passé simple. C'est-à-dire, il y a 15 ans en arrière, il n'y avait pas ça. Moi, quand j'étais parti un jour dans un salon en France, j'ai vu qu'il y avait un drone et la personne, il l'a transporté dans une grande mallette et il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de cette personne. C'était en 2012. Tout le monde était là en train de voir le drone, c'est quoi? Aujourd'hui, lancer un drone, il y a des gens qui disent que vous faites de la pub, du cinéma. Donc, il y a la technologie maintenant, en 2022, elle s'est démocratisée, voire elle est devenue on va dire une chose très normale à voir. Donc, Accessible. exactement, il y a des gens qui ont, pour ceux qui ont l'iPhone, le 13 Pro Max par exemple, le 12 Pro Max, ils ont le LiDAR. Donc, ils peuvent scanner, il y a des applications gratuites qui vont permettre de faire le mesh. Donc, imaginez avoir un outil pareil, une solution d'application software qui te permet d'avoir du mesh alors que tu es une personne du grand public, tu n'es pas un professionnel. Du coup, il faut faire la différence entre aujourd'hui et hier. Il y a eu beaucoup de développement, il y a eu beaucoup d'innovation et maintenant, je vois que les choses vont encore s'accélérer. Je suis dans cet avis. Oh, Les choses vont ouais, s'accélérer. ouais, en fait, je rejoins votre point de vue et je pense que l'accélération pour le moment ne se fait pas au niveau du workflow d'acquisition et au niveau de tout ce qui est hardware. Je pense que ce qui se fait maintenant, et puisque je suis dans le monde de la recherche, c'est principalement dans tout ce qui est traitement et tout ce qui est développement d'algorithmes. Par exemple, pour le moment, dans tout ce qui est nuage de points, le travail se fait, l'automatisation pour la reconnaissance des objets,
pour tout ce qui est scan to beam d'une manière plus automatique. Il y a aussi la tendance vers tout ce qui est des capteurs intelligents. Par exemple, il y a soit des drones qui sont de plus en plus autonomes dans leur vol pour dépasser des obstacles, par exemple, dans des forêts, etc. Il y a dans tout ce qui est scanner, il devient de plus en plus des scanners intelligents puisqu'il inclut des algorithmes qui permettent de, par exemple, soit éliminer dès le départ des objets qui bougent, soit faire un traitement spécifique directement sur le capteur afin de donner rapidement un nuage de points exploitable. Bah, ce genre de travail que se fait pour le moment. Ouais, je rejoins votre point de vue et je suis tout à fait d'accord. En fait, je reste sur votre expérience avec Leica. Donc, je reviens peut-être sur le passé. Quelle est l'innovation ou bien l'annonce qui vous a marqué dans votre expérience avec Leica? Pendant cette annonce, vous avez dit que waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui va changer beaucoup pour les topographes, par exemple, ou bien pour les gens qui vont exploiter ces technologies. En fait, je vous cache pas que la recherche et développement sur les camps, je fais pas de publicité, mais c'est la vérité. Ça m'émerveille toujours. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux, on va dire, des nouvelles communications, je suis vraiment stupéfié par le savoir-faire et bien sûr avec la résilience des gens qui font de la recherche et développement dans l'usine. Mais pour être un peu précis avec vous, je suis vraiment entre deux solutions. Donc, il y a une solution qui m'a marqué avant que je vienne sur Leica, juste quelques mois, qui est le RTC 360. Et ce scanner-là, moi, je l'aime pour plusieurs raisons. C'est un scanner qui est ultra rapide, c'est un scanner qui est inimitable et c'est un scanner qui est très intelligent, qui permet de faire de l'assemblage in the field. Et moi, personnellement, je le prenais le week-end et je scannais beaucoup de patrimoine, je communiquais sur ça. C'était pour moi une passion. Euh, Pourquoi? Parce que c'était ultra facile de l'utiliser. C'était vraiment très simple. Et c'est ça la valeur ajoutée. Et c'est ce qui m'a permis même, quand j'ai fait des démos pour les clients, de démontrer sur la valeur ajoutée de ce type de solution, c'est la simplicité et c'est la rapidité de création du livrable. Donc, je scannais le matin, vers midi, il y a le nuage de points qui apparaît. Et bien sûr, ça, c'est très marquant dans l'esprit du client. Parce que le client doit être, on va dire, touché dans la chose qui l'intéresse. Et deux choses l'intéressent. Premièrement, la qualité de la technologie et sa pertinence, et également l'approche business dans laquelle il va l'utiliser. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour revenir à la technologie, il y a le RTC que j'ai bien, on va dire, j'ai bien assimilé et je suis dans une relation fusionnelle avec lui. Et bien sûr, la dernière innovation, c'était le Pegasus TRK, qui est une technologie d'acquisition mobile qui est très, on va dire, qui a été miniaturisée. Je ne vous cache pas que avec des solutions d'il y a 3 ans, 4 ans auparavant, c'était très lourd. On devait être deux personnes pour la soulever sur la voiture. Maintenant, c'est une personne, mais vous trouvez une version avec 2 têtes de scan qui est très innovante et pertinente pour le domaine ferroviaire, une qualité d'imagerie excellente en matière de caméra fisheye colorie le nuage de points 3D, et également pour les caméras latérales et la caméra d'inspection orientable d'une manière très ludique, ce qui confère à cette solution vraiment une légèreté, une autonomie et une puissance d'acquisition et de traitement in situ de la donnée. Euh, pour moi, ça, c'est une solution qui a été bien pensée, qui a été bien faite. C'est dans on va dire, le chemin, on va dire, exponentiel du développement de la technologie de mobile mapping, mais ça reste vraiment une innovation qui est très qualitative et que j'apprécie très bien et j'aimerais bien un jour pouvoir travailler avec ou voir quelqu'un
qui l'utilisent dans des travaux, que ce soit dans le domaine de l'aménagement ou dans le domaine de l'infrastructure, ou bien même dans la capture urbaine. Un jour, voir nos villes marocaines digitalisées en 3D avec de la bonne donnée photogrammétrique et du bon mesh et du bon modèle 3D aux normes de l'OGC. Donc, c'est ça. Entre-temps, toute la gamme BLK, c'est une gamme que je respecte trop, qui est une gamme très sobre, très miniaturisée et miniaturisable, et bien sûr qui émane de l'esprit d'innovation continue. C'est à l'instar du modèle japonais, le Kaizen, c'est l'amélioration continue. Donc aujourd'hui, on fait un BLK, demain, on fait un BLK version génération 2. Et comme ça, on va capitaliser sur on va dire les lacunes sur l'ancienne génération pour donner un peu plus dans la nouvelle génération, voire avoir un portfolio qui est très unique. Alors avant de passer au BIM Inspire, je vais rebondir sur un point que vous avez évoqué, c'est Faisal, et qui concerne le secteur privé au Maroc aujourd'hui. Les différents cabinets qui sont bien équipés par les nouvelles technologies, ça c'est bien, très motivant, ça reste très rentable et très efficient quand on travaille avec des particuliers ou bien des business privés. Ça n'empêche pas que la grande majorité de l'offre reste publique, et c'est dans ce sens que je vais poser une question qui concerne ça, concerne en fait les établissements publics. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un retard concernant l'adoption de ces nouvelles technologies par justement le secteur public? Pour le secteur public, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui a besoin de voir la valeur ajoutée. Donc, il doit y avoir quelqu'un quelque part qui doit faire un grand travail d'éducation pour ces professionnels. Parce que c'est des gens qui ont des problématiques. C'est des problématiques qui sont liées au territoire, c'est des problématiques qui sont liées à l'aménagement. Donc, ces gens-là, bien sûr, pour moi, le secteur privé, c'est un secteur que je respecte profondément. Et il y a des compétences qui sont très, on va dire, qui sont très uniques et qui travaillent dans le secteur public. Sauf que ces gens-là, avec on va dire, ils ont la tête dans le guidon, ils ont besoin d'un peu d'inspiration. Il y a d'entre ceux qui vont dans les salons internationaux, il y a d'autres qui sont très ouverts aux présentations du secteur privé qui montrent les innovations, les nouveautés. Donc, c'est ceux-là qui vont tirer vers le haut tout le secteur public. Mais il ne faut pas généraliser. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si vous voyez un CPS de calcul de cubature pour les directions provinciales de l'équipement, pour le calcul des cubatures, c'est écrit noir sur blanc, drone et scanner 3D. Si vous voyez les agences urbaines, vous allez trouver qu'ils demandent maintenant des modèles numériques de terrain avec le load 3, load 2, load 4. Donc, il y a du nouveau souffle, il y a des nouveaux ingénieurs qui sortent de l'école et qui intègrent ce type d'organisme. Il doit y avoir du top management qui soit jeune d'esprit, conscient de la valeur ajoutée de la technologie, parce que la technologie, là, c'est pour donner une meilleure qualité au livrable, c'est pour être dans la démarche 2.0 de la digitalisation du service public. Et bien sûr, il y a des bons entendeurs. Donc, pour moi, il y a des choses à faire. Il faut juste que quelqu'un fasse le travail de développement et le fasse de manière très qualitative pour que nos administrations publiques puissent faire de la prescription qui soit à la hauteur du niveau de nos géomètres marocains, par exemple. Justement, c'est Faisal, mais c'est qui quelqu'un qui va faire ce travail? Je pense que le secteur privé, il joue son rôle. D'abord, il investit au niveau du matériel, dans les nouvelles technologies. Il investit au niveau de la formation. Il démontre bien que ces nouvelles technologies sont très efficientes, que ce soit au niveau de la qualité du livrable final, que ce soit au niveau de l'optimisation du temps et des moyens déployés. Juste parce que cette question, lors de mon expérience professionnelle, je l'ai retrouvée à maintes reprises. Et la réponse, elle est simple.
Généralement, il y a des professionnels qui viennent et qui montrent que moi, j'ai un scanner 3D, j'ai un drone, j'ai un truc qui est sorti en 2023. Et ça, ce n'est pas important pour le maître d'ouvrage. Ce qui est important, c'est le livrable. Du coup, quand vous venez avec une démarche qui est bien structurée, vous montrez la valeur ajoutée du livrable. Par exemple, un plan 2D. Sauf que vous le faites avec un scanner 3D et c'est votre cuisine interne. Mais vous le faites de manière rapide, vous le faites de manière exhaustive et vous le valorisez et peut-être ça vous coûte moins cher que la méthode conventionnelle. C'est là où il y a de la valeur ajoutée. Donc, il ne faut pas attendre que le maître d'ouvrage soit surpris ou bien soit émerveillé par votre arsenal de matériel. Loin de là, le matériel, il est là non pas pour renchérir la prestation, mais pour donner une prestation à la hauteur et une prestation qui soit exhaustive et précise. Sauf que vous la faites de manière ultra rapide. Vous donnez également des livrables avec une valeur ajoutée. Vous pouvez donner un plan 2D, mais aussi une visite virtuelle 360. Et il ne faut pas dire qu'un client qui voit que avec un simple bon de commande, vous venez avec le livrable, mais que vous donnez quelque chose de plus avec ça, il ne va pas être dans cette démarche de découvrir ce qu'il y a. Donc, c'est là le travail de développement qui doit être fait par les professionnels. C'est mon point de vue. J'ai beaucoup d'amis IGT, j'ai beaucoup d'amis dans l'administration et dans des grands groupes. Et de manière générale, c'est la bonne démarche. C'est de venir avec, bien sûr, une démarche structurée, mais ne pas montrer on va dire, le matériel comme étant on va dire, la pierre angulaire de la prestation. Parce qu'il y a le workflow, il y a l'organisation, il y a le taux d'encadrement, il y a des choses qui peuvent jouer en faveur du cabinet structuré et qui vise à valoriser sa prestation. Mais tout ne vient pas avec un clic. On ne peut pas ouvrir demain, s'équiper avec les meilleures technologies et dire que l'administration n'est pas elle va pas demander la technologie, mais il faut être dans la persévérance, dans la patience, et les résultats ne feront pas tarder parce que le sérieux paye. Alors, je dirais que maintenant, on est arrivé au point de mire de l'épisode pour moi, qui est la start-up marocaine innovante. Je vais quand même la labelliser par son label mérité, BIM Inspire. Alors, quelles sont les motivations derrière la création de la startup BIM Inspire? Quel est le produit du BIM Inspire et quelle est la vision stratégique du BIM Inspire? BIM Inspire, c'est, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est une start-up technologique marocaine labellisée Jeune Entreprise Innovante par l'ADD, qui est l'Agence pour le développement du digital. Et je vous remercie pour votre compliment parce que j'apprécie bien qu'elle est vue de manière digitale même de votre côté. Donc, c'est Mohamed. BIM Inspire dispose d'un modèle économique durable et difficilement imitable. Elle se spécialise dans l'accompagnement des professionnels de la construction, à savoir les architectes, les bureaux d'études, les AMO et également les entreprises de travaux, à créer des cellules BIM en interne. Donc ça, c'est ma vision. C'est une vision qui est un peu unique. Donc je ne suis pas dans la formation pure et dure des élites, mais je cherche vraiment à accompagner les professionnels à créer la cellule BIM. Parce qu'in fine, dans un monde parfait et quand le BIM sera prescrit par tous les maîtres d'ouvrage, donc tous les acteurs et les intervenants dans la construction doivent être munis de leur propre équipe interne qui soit formée de manière technique, process et même business à attaquer le BIM. Du coup, ça, c'est ma touche que je mets dans mes accompagnements. BIM Inspire, c'est aussi du conseil dans le montage de projets géomatiques et une expertise de développement business géomatique à l'échelle du continent africain. Donc, je travaille sur certains projets qui sont un petit peu qualitatifs avec des fonds d'investissement, avec des banques internationales pour le développement de projets dans le domaine de la géomatique, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Donc, c'est en deux mots BIM Inspire. BIM Inspire, c'est, on va dire, un challenge pour moi-même. Donc, quand j'ai décidé un jour de sortir de ma zone de confort, et ça rejoint un des principes de la grappe de mon ADN
qui est la passion, et l'autre qui est la résilience. Concernant la vision stratégique, c'est-à-dire où vous voyez BIM Inspire d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans? Salah, le BIM Inspire, donc aujourd'hui, pour donner pour ouvrir une petite brèche dans le domaine de la startup, beaucoup de gens croient que la startup, il suffit d'être jeune diplômé pour ouvrir une startup. C'est faux. La startup nécessite beaucoup de recul. La startup nécessite beaucoup d'assimilation du marché. Et également, ça nécessite beaucoup de financement. Donc, il y a on va dire, des démarches entreprises par l'État marocain et par beaucoup de business angels pour accompagner les startups innovantes dans leur démarche. Moi, je reste, on va dire, dans ma stratégie step by step. Je ne veux pas grandir rapidement. Et je dis que toute expérience est enrichissante pour la personne, que ce soit en management et également dans l'esprit collaborateur. Pour moi, personnellement, je la vois comme étant un challenge. Généralement, je ne fais pas de plan B, mais chez BIM Inspire, j'ai un plan A et un plan B. Donc, je vais laisser le futur proche en décider quel est le plan, on va dire, qui est le plus adéquat. Mais étant le CEO de cette startup, je la vois comme étant une idée embryonnaire pour créer quelque chose de nouveau dans le BIM au Maroc. Bien sûr, aider un petit peu l'écosystème à monter en compétences. Donc, j'essaie à travers plusieurs démarches, des démarches d'accompagnement de projets de fin d'études, notamment avec un projet de fin d'études au niveau de l'IAV Hassan 2, avec deux étudiants qui sont qui sont Madame Sheima et Monsieur Hatim, dans le métaverse, qui est un nouveau paradigme dans dans l'itération d'Internet. Donc, je m'investis dans ce côté-là, même si je suis dans une taille très petite pour la startup, mais je m'investis dans la recherche et développement. J'essaye de partager mon savoir-faire, mon modeste savoir-faire et mes connaissances dans le domaine de la géomatique. J'essaie d'aller petit à petit et je vois, Sarah, le business, ce n'est que bénéfique. Donc, être dans cette démarche de management de sa propre startup, ça permet vraiment d'être dans une nouvelle stratégie. Bon, je la vois à titre personnel pour découvrir comment le business peut être développé, même dans un pays émergent comme le Maroc. Et alhamdoulilah, Rabbi ma kiykhayebsh, alhamdoulilah, on va petit à petit والله يسهل على الجميع وصافي. بالتوفيق سي فيصل pour cette nouvelle expérience. الله يسر الأمور. J'ai une question, c'est que quelqu'un parmi l'audience va poser, c'est quoi une startup dès le départ et pourquoi une startup? D'accord. Donc, En fait, désolé de revenir trop en arrière, mais je pense que quelqu'un dans l'audience, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il va se poser la question, pourquoi une startup? C'est quoi une startup? Pourquoi pas une entreprise? D'accord. Comme son nom l'indique, une startup, c'est un commencement depuis le zéro. C'est-à-dire que il y a rien et on va créer quelque chose. Maintenant, la startup, c'est un principe, on va dire, anglo-saxon, qui a bien marché dans des pays très développés comme les États-Unis, où l'idée, elle est encouragée, même si ça n'aboutit pas, mais elle est encouragée. Du coup, la startup, c'est, on va dire, de l'expérimentation. Aujourd'hui, si Abdelrazak, il souhaite créer une startup dans le traitement du nuage de points avec du machine learning à l'échelle mondiale. Donc, il ne va pas se focaliser sur le marché marocain. Donc, il a une idée. Il va s'investir dans un processus unique. Il va essayer de chercher un financement. Il va se lancer. Et petit à petit, quand son projet va surgir et que les résultats sont là, il pourra demander une levée de fonds, c'est-à-dire qu'il va demander la rentrée d'investisseurs avec lui et peut-être que ça va pouvoir l'aider à développer son entreprise très rapidement. Par exemple, en France, on parle aujourd'hui de licorne. Des licornes, c'est quoi? Ce sont des startups qui ont réussi et qui ont atteint rapidement, je m'excuse si je ne maîtrise pas le chiffre, mais peut-être qu'ils atteignent rapidement plus de 100 millions de dollars de levée de fonds. Mais je ne suis pas sûr du chiffre. Sauf que le principe de la licorne,
on retrouve plus d'une vingtaine de licornes en France aujourd'hui. Et c'est ça la fierté d'un pays, c'est que from scratch, from le zéro, les gens commencent et créent quelque chose. Et quand ça aboutit, quand l'idée elle est là, elle est viable, elle est durable, il y a les investisseurs qui rentrent avec de l'argent. Et c'est ça le principe de la startup. L'entreprise a, on va dire, dans son définition simple de la chose, même au Maroc, une startup, il n'y a pas un statut particulier startup. Il y a un statut SARL, SA, SAS, société de commandite. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une société spécifique. Par contre, la levée de fonds dans une loi de finances je crois, de 2019, il y a eu beaucoup on va dire, d'aides fiscaux aux entreprises qui rentrent dans le capital de sociétés émergentes ou innovantes. Du coup, c'est ça la seule interprétation on va dire, dans la réglementation marocaine. Mais il n'y a pas vraiment un statut startup. Du coup, startup, ça a besoin d'un écosystème. Donc, quand vous êtes expérimenté, vous pouvez lancer votre startup avec vos moyens, on va dire techniques, industriels et tout. Quand vous êtes un jeune étudiant, il y a des techniques qui sont là et qui sont encouragées par l'État, comme la pré-incubation et l'incubation. C'est-à-dire qu'il y a un incubateur qui vient et qui vous aide dans votre démarche puisque vous êtes junior. Vous n'avez pas le recul vous ne comprenez pas c'est quoi un appel d'offres, comment je peux rentrer, c'est quoi la démarche marketing et tout. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui vous chapeaute et qui vous aide à créer votre startup ou votre entreprise dans le cadre d'une pré-incubation ou d'une incubation jusqu'à la création de la société. Et bien sûr, dans un délai si vous avez une idée innovante, il vous aide à chercher des levées de fonds. Donc ça, c'est le processus, on va dire, qui est dans le commun des mortels pour une startup. Je me lance, je cherche un incubateur, il prend en charge mon bureau, il prend en charge mes frais, il m'aide, il me conseille dans la chose. Il me donne les programmes de l'État avec on va dire, des subventions ou avec des crédits à taux très réduits. Donc, c'est quelqu'un qui me conseille. D'accord? Donc, c'est ça, on va dire, l'esprit startup pur et dur pour un junior, pour un étudiant qui cherche à le faire. Sauf que pour moi, à titre personnel, je vois que chaque personne qui veut se lancer dans un business doit au minimum faire 2-3 années d'expérience dans le privé ou le public afin de sortir un petit peu toucher le monde professionnel, regarder le vrai challenge, regarder de manière, on va dire, macro et micro on va dire les menaces, les risques qui peuvent, on va dire, nuire pour son business. Et bien sûr, dès qu'il a cette petite expérience, il a besoin de conseils, il a besoin d'accompagnement. Et s'il trouve, donc, il peut se lancer. Mais être, on va dire, fraîchement diplômé et créer une start-up dans un cadre, dans un monde parfait, ça, c'est un peu compliqué. Et ça peut dériver vers de la frustration. Du coup, moi, personnellement, je conseille tous les jeunes à toucher un petit peu de l'expérience professionnelle, faire des stages, travailler dans des entreprises, que ce soit des entreprises de petite taille, de moyenne taille, familiales, multinationales, jusqu'à avoir un certain niveau de maturité pour se lancer dans la startup. Et quand je dis 2 ans, c'est vraiment si vous êtes à fond la caisse. Mais si le rythme il est très bas, il faut attendre jusqu'à 4 ans, 5 ans afin de se lancer. Je vais rebondir sur le label Unicorn. Alors, une startup est labellisée Unicorn quand il arrive à lever 1 billion de dollars. Donc 1 milliard, c'est ça. Nous savons qu'une startup, quand elle commence, elle commence avec ce qu'on appelle un MVP, Minimal Viable Product. Et après, au fur et à mesure, elle travaille sur l'amélioration de son produit ou bien de son service. Alors, concerne Beam Inspire, est-ce que c'est l'approche même adoptée par Beam Inspire ou bien une autre approche? Donc, pour Beam Inspire, le service, c'est quoi? C'est le conseil avant tout. Donc, oui, c'est une entreprise de conseil, mais pourquoi c'est une start-up? Parce qu'il y a une idée qui est derrière et il y a une ambition. L'ambition, c'est quoi? C'est de tirer vers le haut l'écosystème du BIM avec l'approche géomatique.
Donc le BIM, c'est pas que la partie géomatique ou topographique, mais c'est encore plus grand que ça. S'il y a de la technologie de bâtiment, il y a du génie civil, il y a de l'architecture, il y a du management. Le BIM, c'est un océan. Du coup, chacun de nous doit mettre sa pierre dans l'édifice. Et de mon côté, là, j'ai essayé d'être dans la démarche startup afin d'avoir cette vision-là de légèreté, avoir une ADN plutôt un ADN d'innovation, et ce qui me permet vraiment de toucher la recherche et développement et de chercher le bon service qui va être in fine un service qui va bien sûr aider dans le domaine de la géomatique, bien sûr en capitalisant sur ce que je sais faire auparavant. Donc l'ambition, elle est là, la stratégie, elle est là. Les fonds, donc on va attendre un petit peu, donc on ne va pas accélérer la démarche. Mais l'idée, c'est que l'esprit startup, c'est l'esprit de challenge, c'est l'esprit de from scratch, c'est l'esprit d'ambition. C'est ce que représente pour moi une startup. Dans ce sens, c'est Faisal, est-ce qu'il y avait des propositions de levée de fonds jusqu'à présent ou non? J'ai plus des propositions de business angel. Donc, c'est des gens qui sont convaincus de la valeur ajoutée du business model et qui veulent rentrer dans le capital. Mais moi, je préfère déjà aller de l'avant, on va dire, avoir un modèle économique viable et vraiment verrouillé. Et par la suite, c'est à moi de chercher les bons levées de fonds. Donc, je ne vais pas attendre qu'il y a des propositions. C'est moi qui va vraiment chercher la levée de fonds qui m'intéresse. Donc, c'est ma réponse. Oui, c'est sûr, avec votre expérience très riche, votre objectif qui est de rendre l'industrie encore meilleure, c'est d'ailleurs le slogan, votre slogan Make Industry Great Again. Je reviens sur la géomatique. Votre parcours de 18 ans dans tout ce qui est système d'information géographique, capture de la réalité, expertise immobilière. En fait, comment ces trois composants que vous avez acquis pendant votre parcours, comment elles sont intégrées dans votre approche au sein de BIM Inspire? C'est une question qui est très pertinente. Sarah, moi, personnellement, je vois que capitaliser sur l'expérience, ça a tout son intérêt, notamment dans le milieu de l'immobilier et de l'industrie ou bien de la construction. Juste pour vous donner un petit exemple, par exemple, être BIM manager, c'est un nouveau rôle. Ce n'est pas du tout un nouveau métier. On ne peut pas faire des études pour devenir BIM manager. On fait des masters professionnels pour avoir peut-être une vision macro sur les tenants et les aboutissants d'une bonne démarche BIM, mais il est clair que ce type de rôle nécessite beaucoup de maturité et beaucoup d'expériences variées. Pour moi, l'interaction entre l'expertise immobilière dans une démarche BIM peut être résumée dans des exemples particuliers. Donc, si je vous donne un exemple où le maître d'ouvrage vous demande conseil, par exemple, imaginons un bâtiment IGH, c'est-à-dire un immeuble de grande hauteur qui est divisé en deux, donc soit plus de 50 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ou bien plus de 28 mètres pour les bâtiments qui sont à usage bureau, industriel, tertiaire et tout. Donc si le maître d'ouvrage, il est là, il attend que son BIM manager lui donne on va dire, une solution dans la phase exé. Donc son bâtiment, il est en cours. Il y a du sprinklage qui est une composante du MEP à modifier pour certaines surfaces, par exemple minimales. Le BIM manager doit être vraiment très, on va dire, il doit être sensible à de la réglementation, comme le règlement marocain de sécurité contre les risques d'incendie ou de panique dans les constructions, et doit coupler ça avec le cadre contraignant des modificatifs des plans de variéture dans le domaine de la mise à jour ou la mise en concordance et copropriété, puisqu'il s'agit d'un bâtiment qui va être à usage de bureau, par exemple. Donc, être BIM manager, ce n'est pas uniquement maîtriser le mappage de l'IFC ou travailler avec un logiciel, c'est plus avoir un recul dans le domaine de la construction, dans le domaine réglementaire, dans le domaine,
on va dire, administratif. Et c'est ça ce que cherche un maître d'ouvrage. Parce qu'un maître d'ouvrage qui adopte la démarche BIM, non seulement pour construire avant de construire, pour arriver à éliminer les erreurs et avoir de la gestion, exploitation et maintenance, mais également pour éviter les blocages administratifs, car il doit être bien entouré en matière de conseil. Ce qui fait vraiment le plus d'un BIM manager ou d'une AMOBIM, c'est le conseil. Du coup, en visualisant, on va dire, la carte des intervenants dans le secteur du BIM au Maroc, je vois qu'il y a beaucoup d'intentions positives. Par contre, il y a un manque on va dire, de compétences qui ont des reculs pluridisciplinaires. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée. C'est avoir la compréhension de l'expertise immobilière, des contraintes administratives, des contraintes de construction et bien sûr on va dire du processus du BIM. Du coup, puisque le BIM, le maître d'ouvrage, c'est lui qui paye le BIM, donc c'est lui qui doit être bien entouré et il doit demander la meilleure AMOBIM ou le meilleur BIM manager. Du coup, avoir on va dire ces skills-là vont permettre de donner un meilleur conseil. Moi, personnellement, je ne suis pas BIM manager et je ne prétends pas l'être. Mais j'accompagne des maîtres d'ouvrage pour mettre la bonne démarche BIM à travers la charte, à travers le conseil. Et je vois vraiment qu'il y a beaucoup à faire en développant des compétences marocaines dans ce sens, ou bien en cherchant à capitaliser sur des compétences qui sont là et qui maîtrisent une partie du côté juridique et administratif de la construction et en la couplant avec bien sûr les compétences BIM et ce qui va donner in fine des solutions, on va dire optimales pour le maître d'ouvrage qui cherche vraiment à gagner plus dans le meilleur délai mais en réduisant la casse. Du coup, je vois que chacun qui dispose d'une expertise, on va dire, ou d'une expérience pluridisciplinaire ne peut donner qu'un plus dans le domaine du BIM, aussi bien dans le conseil que dans la partie technique ou business. D'accord, merci beaucoup, c'est Faisal. Je pense que cela répond aussi à une question que nous avons eue dans les commentaires. Ça a été, c'est quoi le bilan du BIM au Maroc? Sauf si vous avez d'autres points à ajouter à ce niveau-là, c'est Faisal. Salaha, un bilan très positif. Moi, personnellement, je me réjouis des actions qui se font pour le développement du Closed BIM, donc à travers les firmes de software, et également dans le cadre de l'Open BIM, à travers la création de Building Smart Morocco ou d'autres démarches. Il est important de comprendre que le BIM n'est pas un processus éphémère. C'est un processus qui vient du maître d'ouvrage, et c'est lui qui demande le BIM afin d'optimiser la gestion, exploitation et maintenance de son ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le travail doit être fait pour initier les pouvoirs publics, les banques d'affaires, les fonds d'investissement, d'infrastructures ou d'immobilier à adopter la démarche BIM, car le BIM au Maroc, c'est le présent. Il faut juste capitaliser et aller de l'avant. De mon côté, je suis toujours émerveillé par l'expérience du Royaume-Uni, donc dans la démarche d'adversité et l'esprit inclusif. J'invite tout le monde à voir ce qui a été fait donc à travers des petites recherches sur Google au Royaume-Uni, parce que ces gens-là, ils ont commencé très tôt, ils ont fait de la synergie entre les différents départements de l'État, entre les élus, entre les pouvoirs publics, entre les citoyens même, afin de lancer une bonne démarche BIM dans tout le pays. Et ça a donné d'excellents résultats en matière d'optimisation des délais et des coûts dans des bâtiments, que ce soit les petits logements individuels jusqu'aux tours les plus compliqués et complexes. Donc, c'est une expérience qui est très enrichissante, celle du Royaume-Uni. Aujourd'hui, la France, ça suit de manière, on va dire, bien structurée, mais il n'y a pas encore de la prescription dans tous les établissements publics, sauf pour certains, pour les équipements publics de santé ou bien d'éducation. Mais même en France, ce n'est pas le bon exemple à prendre. Je crois qu'il y a d'autres pays comme les pays nordiques et le Royaume-Uni qui sont très développés dans ce sens. Toujours le BIM pour moi, puisque je rencontre beaucoup des professionnels du BIM, des architectes, de la MOBIM, bien sûr des IGT, et je vois qu'il y a l'intention. Et c'est très important. Maintenant,
pour aller de l'avant, il ne faut pas rester dans son coin. Il ne faut pas attendre que l'État lance un marché ou une réglementation pour demander le BIM dans un projet. Parce que les projets ponctuels, ils sont là. On voit qu'un l'hôpital de Davicenne de Rabat, qui est un hôpital universitaire, aujourd'hui, il est lancé avec du BIM. On voit que l'usine de vaccins de Ben Slimane, elle est lancée avec une démarche BIM. On voit beaucoup d'équipements hospitaliers, pénitentiaires, sanitaires, tout ça, ça se lance avec des démarches, on va dire, ponctuelles BIM. Donc, il y a moyen de travailler et il faut juste avoir un esprit constructif et travailler dans le domaine de l'éducation et bien sûr s'investir un petit peu dans son temps. Au lieu d'attendre, il faut être dans une démarche proactive et chercher à développer à travers. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées, comme des clusters, comme des think tanks. Il faut juste avoir de l'ambition et le résultat, Inch'Allah, rédigé. Maintenant, vous suivez actuellement une formation un master en business administration à HEC Liège. Est-ce que vous suivez cette formation à Liège ou bien il y a une convention entre Liège et HEC Liège et un établissement ici au Maroc? Et quel est votre retour de la formation jusqu'à présent? Salaha, le MBA chez HEC Liège, c'est une belle aventure pour moi. Certes, je le fais à partir de Casa, donc il y a une convention entre l'ESCA de Casa et HEC Liège. Et j'aurai à visiter la Belgique dans les prochains mois, Inch'Allah, dans le cadre de voyages d'études et de visites de success story, notamment à Anvers et à Bruxelles. Mais c'est aussi un excellent écosystème pour travailler en synergie avec des collègues de différents horizons, comme celui de l'assurance, de la banque et de l'industrie agroalimentaire et du transport également. Donc, je suis très fier de mes collègues qui sont là pour se challenger l'un et l'autre. Salah, le MBA, on va dire, c'est pas une formation, mais c'est on va dire, un niveau 2.0 de formation qui te challenge, qui nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de recherche, mais c'est un niveau qui est très élevé en matière de comment on doit voir les choses. Donc, le MBA, il permet de comprendre le business à travers ses multiples facettes, managérielles, financières, marketing et même géopolitique. Donc, c'est un plus pour moi. HEC Liège, encore, c'est une institution de renom. Donc, pour moi, ce n'est que bénéfique pour mon parcours. Je reste vraiment très convaincu que c'est chacun dans son parcours professionnel, en arrivant à un certain stade, doit penser à faire un MBA parce que ça permet de capitaliser sur beaucoup de choses. Alors vraiment, je vous félicite, ça fait ça. Le parcours d'IELC. Je vous félicite du fait que vous n'avez jamais cessé d'apprendre de nouvelles choses, d'entamer de nouvelles aventures. Je vous félicite et je vous souhaite un très bon courage, que ce soit au niveau de votre formation à HEC Liège, que ce soit au niveau professionnel BIM Inspire, Inch'Allah, Startup Unicorn. Voilà donc, on est arrivé à la fin de l'épisode. C'est Faisal, si vous avez des conseils à aviser aux auditeurs du podcast. Juste pour vous dire, oui, c'est clair que j'ai un parcours qui est assez long, mais je me vois toujours dans le commencement et je me vois toujours dans l'apprentissage. Donc, le simple conseil que je peux vous donner, si Abdelrazak ou si Mohamed, c'est avant tout, vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communication et vous êtes dans un esprit d'apprentissage. Et ça, c'est très important. Donc, être dans l'apprentissage, ne pas avoir d'ego, ça, c'est aussi important. Ne pas chercher, on va dire, la réussite rapide ou tout à son temps. Donc, il faut attendre le bon moment. Maintenant, pour moi-même, je pourrais dire une chose, c'est que sans on va dire la présence de personnes qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours, je ne serais pas là.
Donc, il y a des personnes dans mon parcours professionnel qui comptent vraiment pour moi, qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont aidé, Sarah, dans plusieurs volets. J'aimerais bien remercier Sarah Hassan, M. Khalil Mrini, qui est toujours le directeur général de l'ODA. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses de chez lui. J'aimerais également remercier Madame Keltoum Moumiyez, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui m'encourage chaque jour à aller de l'avant. Donc, on s'encourage mutuellement. Mais Sarah, elle a de l'influence positive sur ma personne. J'aimerais aussi remercier Monsieur Faiz Omrar de l'ODA, plutôt de l'EICA, Géosystème, qui est donc c'est un grand ami et c'est quelqu'un avec qui on a fait de belles réalisations. Donc aussi j'aimerais le remercier Nahad Minbar. Et de toute façon, mon conseil pour les jeunes, donc Salah, comme beaucoup de gens m'ont aidé dans mon parcours professionnel, j'essaye avec mes moyens d'aider moi également les jeunes. Donc je ne vous cache pas que je suis ambassadeur d'une organisation britannique qui s'appelle Get Kids into Survey pour le Maroc. Donc, je fais beaucoup de présentations chez les écoles primaires pour inspirer les enfants à aimer les métiers de la géomatique. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Mais également, j'ai beaucoup de contacts avec les étudiants au niveau de l'IAV Hassan 2, les topos. Beaucoup d'étudiants au niveau de l'UMP Mohamed VI, donc qui me font confiance, qui demandent mon conseil. Et moi, je leur donne toujours le conseil de persévérance. Et également, un conseil pour vous aussi, si Mohamed et si Abdelrazak, ne soyez pas les esclaves de votre propre style. Donc, essayez de méditer cela. Et de toute façon, l'appétit vient en mangeant. Donc, vous encourage vraiment dans votre démarche. J'aimerais bien vous voir un jour, donc, si Abdelrazak, dans des postes de responsabilité dans de grands groupes internationaux, soit dans la recherche, soit dans l'industrie, parce que vous avez tout le nécessaire. Si Mohamed également, je vous vois comme étant un excellent manager de votre société. علاش لا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاون لي جون ان شاء الله لا بيرسيفيرونس ديالهم وفي المستقبل ديالهم وسي زعما سي ce que je souhaite pour tout le monde. Donc il faut persévérer, il faut travailler, il faut être dans le sérieux ou le sérieux paye toujours ou c'est ça le plus important. Merci Faisal, merci beaucoup pour vos conseils, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé pour nous aujourd'hui, pour votre partage, que ce soit aujourd'hui au niveau du podcast, que ce soit dans vos blogs, que ce soit au niveau de LinkedIn. Tu es très actif, Masha'Allah, merci beaucoup. Alors, nous avons un rituel au niveau du podcast. كنطلبوا من l'invité ديالنا s'il a une recommandation d'un livre. Alors, si vous avez une recommandation, c'est Oui, j'ai une recommandation. Donc, j'ai un livre et un film. Donc, pour le livre, les oiseaux se cachent pour mourir. Donc, je recommande ce livre. Pour le film, je recommande vivement Fight Club, qui est un film qui a changé ma vie, qui m'a donné beaucoup de persévérance et de résilience. Et beaucoup de secrets dans ce film que, à chaque fois quand je le regarde, je découvre de nouvelles choses. Donc, on va dire, deux œuvres d'art que je vous recommande ici et aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne continuité dans votre podcast, que ce soit un podcast, Inch'Allah, avec un futur à l'international, pourquoi pas, parce que c'est un podcast qui est piloté, nous ne l'oublions pas, de Belgique et du Maroc. Donc, ça, c'est très excellent. Et de toute façon, Inch'Allah, la démarche, elle est bonne et elle va réussir. Ou juste pour ne pas oublier, je voudrais vraiment souhaiter bonne continuation à l'ensemble des lauréats des instituts, soit l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II,
Donc, j'ai de bonnes relations avec plusieurs promotions. Donc, maintenant, la promotion d'El-Kssi Abdelrazak, beaucoup de personnes que j'apprécie beaucoup, qui font soit aujourd'hui une carrière à l'international. Je pense à Nada Hamdani, je pense à Hajar Ouhsine, je pense à euh, si Ilyes Al-Ktawi avec Leica. Donc, beaucoup de personnes qui, اسمحوا لي اللي ما ذكرتهمش. Mais je vous souhaite vraiment une bonne continuation également pour les cycles ingénieurs et bien sûr les cycles de master FLIAVEL, l'ITGRT ديال مكناس, l'ensemble des étudiants كنتمنى لهم الخير وكنتمنى لهم مستقبل زاهر إن شاء الله. Shukran à les personnes que vous avez citées. Nous faisons aussi une pensée spéciale à toutes les personnes. Inch'Allah, nous aurons Madame Keltoumi Moumeyez dans une prochaine épisode, pourquoi pas. Shukran تهلا aussi. فيها تهلا فيها سي عبد الرزاق. ضروري ضروري. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et aussi d'être une inspiration dans ce que vous faites, dans ce que vous faites, soit dans les blogs que vous partagez sur LinkedIn, dans les démonstrations que vous faites pour les étudiants, dans l'encadrement des étudiants de l'IAV que je connais. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Et aussi, c'est ce qu'on nous inspire de partager, de faire des choses comme le podcast Géomacan. Excellent. Juste le mot-clé de tout ça, c'est la passion. Donc, quand vous êtes passionné, vous allez réussir. Vous êtes passionné de géomatique, Inch'Allah, vous allez réussir le challenge d'IELCOM. Moi-même, c'est la passion qui m'anime. Donc, j'aime ce que je fais. Sinon, je ne le ferais pas. Et de toute façon, la vie est courte. Donc, chacun doit s'investir dans la chose qu'il aime bien. Et moi, j'aime la géomatique, la capture de la réalité 3D et le monitoring. Ouais, Merci beaucoup, Siab Azar. Barakallahu fik. C'est un débat très, très fructueux, très riche en termes de partage. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je vous remercie encore une fois. Voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. نتلاقاو في ايبيزود اخرى ان شاء الله. ما تنساوش حنا كاينين في جوجل بودكاست، في تيزر، في سبوتيفاي، وكاينين في لي ريزو سوسيو فيسبوك، انستغرام، وفي لينكدين. و لا بروشين ايبيزود ان شاء الله. Merci à vous. À plus. بسلامة سي محمد، بسلامة سي فيصل، شكرا.